Bonjour, bienvenue à vos 10 minutes juridiques. Par le cabinet d'avocats Landau Associés pour VK. On va parler de l'autonomie financière des collectivités territoriales dans quelques instants, mais tout de suite, les brèves de la semaine. Avec la CA de Paris qui nous dit que une marque physique d'une pratique religieuse, tabac, c'est une marque sur le front à force de prier, n'est pas incompatible avec l'exercice de fonctions de police. Le gouvernement continue de progresser pour passer à 3 jours de carence dans la fonction publique. Et les agents, pendant l'état d'urgence sanitaire d'une métropole, avaient bien droit aux avantages financiers donc liés au télétravail, nous dit la SAD Bordeaux. En matière de contrat maintenant, un ensemble contractuel dans lequel j'ai un contrat de subvention, une promesse d'achat en vue de réalisation d'un ouvrage, etc., ça pourrait être qualifié en marché public de travaux, nous dit la Cour de justice de l'Union européenne. Et puis, un intéressant jugement du théâtre de Limoges sur une entreprise qui a fait une fresque peinte sur un château d'eau et qui doit indemniser à la commune une somme correspondant aux travaux réalisés pour préserver l'œuvre. En matière d'environnement, 3 jugements de nouveau dans la série des décisions sur le marais Poitevin et les irrigants. Et puis, l'environnement est le grand thème avec beaucoup de choses intéressantes, de la revue en ligne, qui s'appelle Titre 7, sur le site du Conseil constitutionnel, donc ça vient d'être mis en ligne. Et puis, le Conseil d'État, de son côté, a, pour la seconde fois, il avait déjà fait ça il y a quelques années, censuré le texte, mais pour d'autres motifs, qui rhabillait les fruits et légumes, vous savez, sur les fruits et légumes qui ne peuvent pas être mis en barquette plastique après épluchage. Et puis, en matière d'eau, une intéressante affaire. On a une association syndicale autorisée, Cadelot, puis un jour, dans les années 20-30, on fait un barrage hydroélectrique avec décret sur l'usage des droits d'eau. Et en dehors des périodes estivales, EDF dit « tu utilises mon eau, je te la facture ». Non, nous dit l'association syndicale autorisée, qui vient de gagner sur ce point, sur le fait qu'en tout cas, il n'y avait pas de contrat devant le Conseil d'État. C'est pas parce que j'ai une relation et que je sais de facturer que j'ai un contrat. En matière d'urbanisme, une décision intéressante sur le PLUI de Metz Métropole. Et puis en matière d'élections, les élections de 2026, ça sera bien en mars. Alors en fait, on s'en doute un petit peu pourquoi. Vous savez, on peut raccourcir ou allonger des délais, il y a des marges de manœuvre. Oui, mais lorsqu'on avait fait la loi spécifique en juin 2020 sur les élections municipales, on avait bien glissé dans la loi que l'article 17 disant que ce serait la prochaine fois bien en mars 2026. Donc il n'y a pas beaucoup de débat. Mais bon, à la limite, par la loi, on aurait pu changer les choses. La réponse est non, et les services de l'État ont confirmé à l'Association des maires de France que ça serait donc bien mars 2026. Le compte à rebours a commencé. En matière de fraude, on a vu il y a quelque temps que sur les arnaques au faux RIB, il y a eu des décisions importantes du Conseil d'État sur la responsabilité des uns et des autres. Eh bien, la Cour de cassation vient de son côté de nous dire que quand j'ai une arnaque au faux conseiller bancaire, eh bien, les victimes de cette arnaque n'ont pas à cette occasion-là, dans le principe, sauf cas particulier, commis une négligence grave, ils ont encore bien leur droit à remboursement. Et puis les mini-brèves, que voici. Passons à notre grand dossier. Qu'est-ce que l'autonomie financière et fiscale des collectivités ? Si on ouvre sa constitution, on découvre l'article 72-2 depuis 2003 sur justement cette autonomie. Sauf que celle-ci est très discutée, que sur le terrain, on n'a pas toujours le sentiment que cette autonomie financière et fiscale est respectée. Pour cela, tournons-nous au confluent de droit constitutionnel et du droit financier vers Madame Stéphanie Damaret. Bonjour Madame la professeure, bonjour Stéphanie. Bonjour Maître Landau. Première question, l'État supprime, mandat après mandat, année après année, des impôts locaux, transfert des charges. Quelles sont les limites constitutionnelles depuis la réforme de 2003 en ce domaine ? La Constitution est très claire sur le sujet, renvoyant par ailleurs à une loi organique du 29 juillet 2004, à savoir, il faut que par leurs ressources propres, les collectivités territoriales disposent d'une part suffisante pour garantir cette autonomie financière. Dans le texte, on parle d'une part déterminante de ressources propres. Alors, on connaît les difficultés qui sont celles de l'identification de cette notion, de ce seuil finalement de ressources propres. On sait qu'on a finalement botté un petit peu en touche et on a trouvé une solution de repli
en s'appuyant sur les taux, en tout cas sur la répartition des ressources telles que figurant au titre de l'année 2003. Et c'est donc l'année 2003 qui a été prise en référence pour manifester finalement cette autonomie financière. On a calculé ces taux, c'est-à-dire qu'on a identifié pour l'année 2003 quelles étaient ses ressources propres, donc au-delà de la fiscalité. On a calculé ce que représentait pour l'année 2003 et pour chaque catégorie de collectivité, c'est-à-dire les communes et les établissements publics de coopération commune, les départements et les régions, et on a donc calculé ce taux, ce pourcentage, ce seuil. Ces seuils de 2003 qu'on pourrait peut-être signaler, donc c'était 60,8% pour les communes et les EPCI, 58,6% pour les départements et 41,7% pour les régions pour l'année 2003, nous donnent finalement un élément, en tout cas une référence sur laquelle le Conseil constitutionnel peut s'appuyer pour vérifier que ce principe d'autonomie, qui est donc constitutionnellement garanti, est bien respecté. Donc le Conseil constitutionnel ensuite vérifie que ces seuils d'autonomie, au regard des standards de 2003, ne sont pas dégradés au regard donc de ce standard de 2003. Pour la suppression de la taxe professionnelle et son remplacement par la contribution économique territoriale, les premières estimations laissaient supposer qu'on aurait enregistré moins 6 milliards de recettes fiscales au niveau de ces budgets locaux. Finalement, en pratique, ça a été moins 10 milliards si l'on compare le montant de taxes professionnelles prélevé en 2010 et le montant de la contribution économique territoriale prélevée en 2011. Et donc, avec une telle perte de recettes, part déterminante, ressources propres, on pouvait effectivement se poser la question du respect de ce principe constitutionnellement garanti de l'autonomie financière des collectivités territoriales. Saisi du sujet pour justement la suppression de la taxe professionnelle, le Conseil constitutionnel a été très clair. À partir du moment où cette baisse de recettes finalement ne va pas avoir d'incidence en termes d'autonomie financière parce que les taux ne seront pas remis en cause, sous-entendu on ne passera pas en deçà des seuils préfigurés par l'année 2003, eh bien en définitive il n'y a pas de remise en cause de l'autonomie financière. Et les collectivités, au fil de nombre de ces réformes, perdent de leur pouvoir fiscal en termes de taux, de politique d'abattement aussi. En termes de dynamique de la recette, ça dépend. Et certes, il y a des dotations, mais on perd en autonomie au total en termes de marge de manœuvre. Mais ce n'est pas ainsi qu'on raisonne en droit constitutionnel, n'est-ce pas ? La question se pose avec beaucoup plus d'actualité encore aujourd'hui qu'en 2010, lorsqu'on a modifié et introduit donc la contribution économique territoriale pour une raison bien simple. C'est que les éléments de financement ont évolué. On a bien constaté qu'un certain nombre d'impôts locaux avaient disparu, ou en tout cas que pour certaines collectivités locales, elles avaient perdu au niveau de la strate de financement qui était la leur. J'avais cité la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation. Bien évidemment, le propos est revenu sur le devant de la scène avec la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales, sauf que dans le même temps, finalement, les variables à prendre en considération ont elles-mêmes évolué. Si on a supprimé effectivement, on a réduit la voilure au niveau de la fiscalité perçue par les collectivités territoriales, dans le même temps, on a aussi apporté des modifications importantes aux dotations versées par l'État aux collectivités territoriales, et notamment la plus importante d'entre elles, la dotation globale de fonctionnement. Et finalement, le seul raisonnement qui tient, c'est celui qui est utilisé par le Conseil constitutionnel. C'est un petit peu ce filtre en fonction duquel le Conseil constitutionnel intervient, qu'il avait déjà utilisé pour se pencher sur la suppression de la taxe professionnelle, c'est de dire qu'à partir du moment où ces modifications apportées à la fois au niveau de la fiscalité et à la fois au niveau des dotations finalement ne font pas basculer les taux de ces différentes catégories de collectivités territoriales en deçà des seuils de l'année 2003, eh bien, circuler, rien à voir, sauf quand l'État, eh bien, depuis 2003, lorsqu'on fait une analyse à l'année et on constate la progression des taux constatés pour les collectivités territoriales, eh bien, on peut relever que ces taux n'ont fait que s'améliorer. Si on était sur un taux de 60,8% pour les communes et les EPCI en 2003, pour l'année 2021, on est passé à un taux de 71,7%. Donc, sur ce chiffre
en valeur relative, les communes n'ont jamais été autant autonomes financièrement parlant qu'elles ne l'étaient effectivement, qu'elles ne l'étaient en 2003. Donc finalement, le discours est un peu biaisé parce qu'il y a un décalage important entre le ressenti au niveau des collectivités territoriales qui ont bien l'impression de voir diminuer leur marge de manœuvre et notamment au niveau de la fiscalité. Et finalement, ce qui apparaît à la lecture et dans l'application rigoureuse des textes, où manifestement cette autonomie financière n'a pas du tout été et n'est pas du tout remise en cause, alors même qu'un bon nombre de modifications ont été apportées aux ressources fiscales dont disposent les collectivités territoriales. Donc il y a des transferts de charges avec des compensations figées ou dynamiques selon les périodes, une perte de marge de manœuvre en politique de taux et d'abattement, on l'a évoqué, mais donc tant que l'on compense et qu'on maintient les pourcentages de 2003 en termes d'autonomie financière, le législateur a une grande marge de manœuvre. Et les collectivités, elles, ont une faible marge de manœuvre, d'autant que un grand nombre de leurs dépenses sont en réalité obligatoires, ce qui limite cette possibilité d'agir et de changer les choses, budget après budget. Et du coup, on a un principe constitutionnel qui est très beau, mais qui a une faible effectivité tout de même. Alors, on peut très bien avoir le sentiment d'être floué au niveau local, et je partage tout à fait le sentiment qui peut être celui d'un certain nombre d'élus locaux qui ont l'impression finalement que l'autonomie financière n'est pas garantie par la Constitution. Si juridiquement parlant, on peut considérer que l'autonomie financière est respectée. En pratique, on peut considérer que c'est une véritable arlésienne des finances locales. Oui, et au total, d'ailleurs, si on regarde les chiffres, les collectivités ne sont pas tant perdantes que ça en montant, même en prenant en compte la dynamique des recettes et des charges, mais elles le sont en termes de marge de manœuvre. Oui, je pense que c'est exactement la conclusion à laquelle on peut arriver. À partir du moment où on ne bascule pas en dessous des seuils, il est difficile finalement de pouvoir invoquer la perte d'autonomie financière dont pourraient disposer les collectivités territoriales. Mais encore une fois, on est sur ce ressenti qui est celui des collectivités territoriales, de leurs élus, que finalement, avec ces passages de part et d'autre, au niveau à la fois de la fiscalité, au niveau à la fois également des dotations versées par l'État et perçues par les collectivités territoriales, on a effectivement ce sentiment que les collectivités territoriales ne peuvent pas véritablement bénéficier de l'autonomie qu'on leur avait pourtant promise et qu'on avait pourtant inscrite dans la Constitution en 2003. Est-ce que dans ce paysage, la France fait figure de situation originale en Europe ou pas ? On est en France sur un État unitaire, donc on va forcément se focaliser sur les États qui présentent un dispositif politique, on va dire, comparable. Donc on va évacuer l'Espagne, on va évacuer l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, l'Italie. Si je veux vous prendre 2-3 exemples très rapidement, le Portugal a inscrit l'autonomie financière dans sa constitution. L'organisation territoriale du Portugal est assez particulière. Il y a les freguesias qui sont les paroisses, il y a les communes, et puis ensuite on a en principe des régions administratives, mais qui présentent la particularité de ne pas d'avoir encore été mises en place. On n'a que 2 régions autonomes au Portugal, c'est Madère et les Açores. Le Conseil de l'Europe, on a quand même une charte de l'autonomie locale avec un certain nombre de critères à respecter en termes de préréquation, en termes d'autonomie, en termes de répartition des ressources publiques entre l'État et les collectivités territoriales. Et le Conseil de l'Europe nous abreuve quand même assez régulièrement de ces rapports. On en a certains qui ont été rendus d'ailleurs au mois d'octobre. Le constat pour le Portugal, c'est qu'on est sur un dispositif qui interroge un petit peu le Conseil de l'Europe parce qu'il y a à la fois des impôts locaux, il y a d'ailleurs un impôt municipal sur les biens immobiliers, sur les transferts de propriété, etc. Et avec en particularité des dotations qui sont calculées en fonction des impôts qui sont perçus. Résultat des courses, lorsqu'il y a une baisse des impôts, il y a mécaniquement une baisse des dotations. Et donc, c'est un système qui interroge le Conseil de l'Europe en termes d'autonomie financière, parce qu'il n'a pas la certitude sur ce point-là que le cadre est respecté. Très rapidement, la Lettonie, dans un rapport d'octobre 2024, le Conseil de l'Europe a estimé que les ressources financières à disposition de la Lettonie n'étaient pas suffisantes. Donc, circuler, rien à voir. Il va falloir revoir le cadre d'intervention au niveau de la Lettonie pour garantir un niveau de ressources financières suffisantes. À partir du moment où on pourra constater qu'il y a un niveau de ressources financières suffisante, alors on pourra se poser la question de leur autonomie financière. Sur la Finlande,
On est là aussi sur un régime un petit peu particulier territorial. Il y a les communes et puis il y a les provinces de protection sociale. Alors les provinces de protection sociale, comme son nom l'indique, on voit bien le champ de compétences. Il n'y a pas du tout d'autonomie financière constatée, il n'y a pas de ressources propres puisque tout se base sur des transferts de l'État. En revanche, pour les communes, elles disposent de ressources propres. Elles bénéficient d'ailleurs de 70% des recettes infranationales qui sont perçues en Finlande. Le principal impôt d'ailleurs au niveau local pour ces communes, c'est un impôt sur le revenu. 83% pardon, des recettes infranationales sont issues d'un impôt sur le revenu qui est perçu par ces communes. Dans ce cadre-là, là également, on a un rapport du Conseil de l'Europe qui date d'octobre de 2024 et qui constate que l'essentiel finalement des caractéristiques qui doivent être réunies en application de la charte sur l'autonomie financière semble être au rendez-vous. Bien, merci beaucoup, Madame la professeure et chère Stéphanie. Au revoir. Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Les 10 minutes juridiques, parlons d'associés pour VK. Pensez à vous abonner, c'est par là. Merci, au revoir.